Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais découvrir avec vous le défilé Balenciaga haute couture automne-hiver 2021 par Demna Gvasalia. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir mon analyse du défilé et mes 4 looks préférés. C'est parti! Pour ceux qui me connaîtraient toujours pas, House of Dana, c'est un média. Il y a 7 chaînes YouTube, il y a un compte Insta, il y a un magazine en ligne dans lesquels je parle de mode avec un œil historique, sociologique et un peu rigolo quoi. Dans cette vidéo, je vais décrypter en live le défilé Balenciaga haute couture automne-hiver 2021 par Demna Gvasalia. C'est un méga événement dans le monde de la mode. Ça faisait plus de 50 ans que la maison Balenciaga n'avait pas présenté de haute couture, depuis que le fondateur de la maison, Cristobal Balenciaga, a quitté la maison qu'il avait créée en 1968. Aujourd'hui, la maison Balenciaga appartient au groupe Kering et le directeur artistique depuis 2016, c'est Demna Gvasalia, qui fait du prêt-à-porter de luxe et qui a fait de Balenciaga une des marques les plus connues, les plus cotées de la mode en ce moment. Mais Balenciaga, c'est quoi? C'est donc une maison de couture qui a été créée par Cristobal Balenciaga en 1917 et qui s'est installée à la fin des années 30 à Paris sur l'avenue Georges V. Encore aujourd'hui, Cristobal Balenciaga, il est considéré comme l'un des couturiers majeurs de la deuxième partie du XXe siècle. Et il est surnommé le couturier des couturiers ou encore l'architecte couturier. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord célébrissime pour son utilisation du noir, mais aussi pour la façon dont il structurait le vêtement. Il faut savoir que Balenciaga, il dessinait peu, il y allait direct sur le mannequin en faisant du moulage directement sur le corps et qu'il avait véritablement une vision qui considérait à déstructurer en fait le corps pour en recréer un autre à travers le vêtement. L'idée c'était soit de gommer les défauts, soit de recréer une silhouette un peu irréelle qui serait un canon de couture, un canon de beauté. Balenciaga, il quitte sa maison en 1968. Depuis, en fait, on n'a jamais revu de défilé haute couture délivré par la maison Balenciaga. C'était sans compter sur Demna Gvasalia, qui est le DA de Balenciaga depuis 2016 et qui est très connu pour sa ligne avant-gardiste et un peu sarcastique. Il se lance donc dans une première collection haute couture hyper attendue. Ça va être intéressant de voir comment il fait la synthèse entre son propre travail et l'héritage de Cristobal Balenciaga, qui est un des plus gros héritages en termes d'histoire de la mode. Et bon, on va regarder ça. Alors on va commencer par un peu de Who's Who. Il y a beaucoup de beautiful people chez Balenciaga pour ce défilé-là. Ah! Kanye West, qui n'a visiblement pas pris ses cachets. Il faut savoir que le compte Insta de Balenciaga avait été complètement vidé de son contenu avant le show. Donc ils sont un peu sur un mode tabula rasa quoi, comme on dit en latin. Ça c'est Loïc Prigent. Alors on voit tout devant Anna Wintour, Edward Ninfoul, François-Henri Pinault, Salma Hayek. Voilà, Edward Ninfoul Vogue UK, Anna Wintour Vogue US, François-Henri Pinault de l'argent. J'ai l'impression d'être à Roland Garros. Salma Hayek. Voilà. Bon, on s'emmerde un peu ou c'est comment? Ah voilà, Aya Nakamura et Amish Bowles, qui est tout à sa gauche, qui est pour les éditions du Vogue International, sauf erreur de ma part. On va vraiment passer au défilé, parce que là... Ok, c'est parti. Alors, ça c'est le premier look. Le premier look, c'est toujours ultra important parce qu'il est censé donner le tempo de toute la collection. On est sur un costume noir avec une veste, un seul boutonnage, certainement en lainage noir, avec un pantalon de tailleur. Et c'est la muse, ça, de Demna Gvasalia qui porte le premier look. Alors attendez, je reviens en arrière, ça commence. Ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà on est sur un tailoring de l'enfer sur terre tellement que c'est bien coupé. Et elle a un œillet rouge certainement symbole de l'Espagne, si je ne dis pas de bêtises. Et là on reconnaît très bien ce trait de Demna, qui a vraiment une espèce de trait hyper aigu. Alors là c'est un homme. Hyper intéressant le fait que ce soit un homme, pose again, allons-y. Pourquoi? C'est parce que dans la tradition de la haute couture, qui est ultra codifiée, il n'y a pas de vêtements pour hommes. On ne fait pas de haute couture pour les hommes. Alors, on a vu un peu d'hommes
chez Fendi déjà avec Kim Jones la saison passée. Et là, c'est hyper intéressant que Demna Gvasalia s'engouffre un peu dans la brèche. Mais c'est aussi dans l'air du temps avec voilà, de plus en plus de collections mixtes et hyper genderless. C'est-à-dire on brouille les codes entre le vestiaire masculin et le vestiaire féminin. Là, on est sur un costume encore qui était à double boutonnage avec un œillet, classique shit, merveilleux. Donc là, un costume smoking pour femme avec une grande jupe fendue. Ce qui est intéressant, c'était qu'elle avait, les manches de chemise quasiment pas finies. Et là, le smoking stricto sensu, avec certainement une ceinture de pantalon en satin, ceinture de smoking en satin, pardon, on revient. Avec vraiment le nœud papillon en satin, la ceinture de smoking en satin, il a un dé de couturier autour du cou en guise de bijoux. C'est joli ça. Sur le côté héritage, transmission, haute couture, c'est hyper intéressant. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous disais que la haute couture c'était très codifié, qu'il y a un ordre de passage normalement du plus jour jusqu'à la mariée. Là, je suis pas sûre que Demna il ait respecté ça. Par contre, ça m'étonnerait pas qu'il ait quand même travaillé en groupe de look pour avoir toutes ces propositions dans ce défilé-là. Donc le jour, les vêtements cocktail, soir, les vêtements grand soir, les vêtements éventuellement pour l'opéra, qui est aussi un grand classique de la haute couture. Et évidemment, une mariée à la fin, c'est obligatoire quand on fait de la haute couture, bien sûr. Alors, cette personne que j'aime déjà, c'est la belle-fille de Kamala Harris, voilà. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle porte une étole qui m'a l'air d'être molletonnée en satin, certainement. Et pourquoi c'est hyper intéressant? C'est parce que dans la couture des années 50, on voyait énormément de grandes étoles sur les mannequins, voilà, qui enveloppaient le corps des femmes. C'est vraiment un code très fort de la haute couture, top luxe. Et donc là, je trouve ça chouette qu'il y ait cette grande étole qui nous rappelle ces codes vraiment très drama des 50s sur un jean. Intéressant, haute couture, d'utiliser du denim. Bon, on est sur du denim mouse, hein. Voilà, c'est un espèce de mélange de look daywear et en même temps, donc pour le jour, et en même temps de quelque chose d'hyper soir, presque à ce stade opéra. Donc plus 10 pour cette étole que j'espère on va revoir. Alors, les boutons qui scintillent là, ça m'a l'air d'être de l'onyx, un truc comme ça. Pareil, du lainage noir. C'était joli ce manteau, très emboîtant, très cintré. Alors là, c'est le retour de l'étole. Mais alors, il y a des choses hyper intéressantes. Je vais vous mettre pause. Hop. Retour de l'étole. Donc bon, je pense qu'on va l'avoir à plusieurs reprises. Un grand bravo pour l'editing. Du coup, ce chapeau moulé, on sait pas trop ce que c'est, n'est pas sans rappeler le chapeau du New Look de Dior, son défilé de 1947 qui est une pierre posée, comme on dit, dans l'histoire de la mode. Donc dans le look du New Look, il y avait cette espèce de chapeau cloche en paille à l'époque. Ça m'a l'air d'être une espèce de redite à la sauce d'aujourd'hui, c'est intéressant. Pareil, c'est un clin d'œil au code de la haute couture, là clairement on peut pas le louper. La grande étole une fois de plus, et il me semble qu'elle avait des longs gants blancs. Pareil, pour en rajouter dans le drama, 50s, opéra, les grosses boucles d'oreilles. Et pour autant, le look restait quand même assez... Je le remets, hein, je vais vous le taper 10 fois. Restait assez daywear avec une maille col chalumeau, un pantalon de tailleur. C'est bien là, ce contraste du noir et blanc, hyper intéressant. Les hommes sont en talons, je tiens à le préciser, je viens de remarquer, ce qui est chouette. Pareil, un détournement du vestiaire jour, un vestiaire un peu business à la sauce la défense, hein. Genre vraiment le blazer sur un jean c'est interdit. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment le genre de look qu'on voit beaucoup chez Balenciaga en prêt-à-porter, twisté en couture. Pareil, le système de l'étole sur une chemise en soie rayée noire et blanche, donc pareil pour l'étole j'imagine. Et alors ce qui est hyper intéressant c'est ce col basculé. Il y avait un col basculé, le col de chemise là il est complètement basculé en arrière. On va le revoir je crois. Vous voyez tous mes pointeurs, tous mes trucs, bricolo à fond là. Ok,
Très intéressant au niveau de la carrure, c'est une carrure qui est hyper Demna Gvasalia là pour le coup, et en même temps très en ligne avec Balenciaga. Ah, et puis ce monsieur avait un sac de shopping, parce qu'on a les sacs qu'on a en boutique en fait quand on achète. Balenciaga couture. On va le revoir je pense. Très beau, double boutonnage, hyper cintré, une carrure de maboule. Il y a un énorme boulot de tailoring là, pour le coup. Alors ça c'est chouette. Pourquoi c'est chouette? Pour beaucoup de choses c'est chouette, pause. Il y a plusieurs choses. Je venais de vous parler de la carrure, qui est importante depuis Cristóbal Balenciaga jusqu'à Demna Gvasalia, qui donne un peu sa propre version. Déjà, là il y a quelque chose dans la ligne générale du look, c'est qu'on est sur ce genre de posture très Demna Gvasalia qui déforme un peu la colonne vertébrale, donc en fait les épaules sont un peu en avant, c'est ce qu'il appelle lui une posture scoliose. On peut trouver ça bizarre, surtout dans le prêt-à-porter, mais ce qui est assez judicieux là dans la couture, c'est que ça rappelle malgré tout les photos de mode que vous avez dû voir des années 50, où les mannequins posent vraiment comme ça, genre clavicule en avant, dos rond, un peu comme un chat. Et du coup, Demna, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un peu comme le faisait Cristóbal, voire beaucoup, hein, à l'époque, c'est-à-dire qu'il efface complètement la silhouette naturelle du corps pour en recréer une autre, upgradée, dans ses canons esthétiques en l'occurrence. Et donc là, on a cette grande carrure avec cette jupe en cuir hyper entravée, c'est-à-dire comme ça, voilà, comme une entrave qui entrave en fait la marche de cette jeune femme, et ça c'est très 50s. C'est sexy as fuck, c'est impossible de marcher, très clairement, avec des belles basques. C'est en cuir façon crocodile. Imitation, évidemment. Ok, donc là, on a une robe qui est moulée avec des basques de l'enfer. Elle est moulée, je suis pas sûre qu'il y ait des coutures. Et c'est un tweed qui est brodé, certainement par le sage. Et on voit encore ces grands gants de drama queen. Et là, on repart sur du daywear. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il mélange des choses très soir avec vraiment des outfits pour aller au boulot, quoi. J'ai envie de dire, bon, quand on est millionnaire, très clairement. Il respecte pas vraiment cet ordre un peu symbolique des looks dans la haute couture. Quoique je me demande si quand même il n'y aura pas un final beaucoup plus soir, beaucoup plus opéra. Mais c'est intéressant. Et donc voilà, il y a cette cadence. Pour l'instant, des hommes très urbains et là des femmes qui sont plus soirs. Et là, ce qui a l'air d'arriver est chambé. Ça ressemble beaucoup à du Cristóbal fin 50. Gabardine certainement, orange fluo, avec un col qui avait un col basculé en arrière. Et vraiment toujours ces lignes... bah voilà, le retour en noir version pantalon, et vous voyez qu'elle a un soufflet dans le dos, c'est-à-dire que le dos est complètement gonflé. C'est vraiment comme si elle était comme ça, comme une tortue quoi. Oups, pardon. Je suis sur un lit, c'est pas ouf. Non mais super joli, et surtout là par exemple, vous voyez, tout à l'heure on a vu qu'il y avait un dé, voilà, comme ça, un dé de couturier en guise de pendentif, et là j'ai l'impression qu'elle a une bague comme les boules d'épingle qu'utilisent les couturières. Est-ce qu'on peut le voir d'un peu plus près? Donc en plus, il y a vraiment des clins d'œil, des clins d'yeux. Voilà, au travail des artisans de la haute couture, à l'artisanat en tout cas. Ok, là c'est à peu près ce qu'on a vu en gabardine en dénime. Donc une fois de plus, utiliser du dénime pour de la haute couture, ça s'est vu, hein, notamment chez Gaultier. Mais voilà, ça reste épisodique. C'est pas des choses qu'on voit... beaucoup. Bon, il y a beaucoup de costumes pour les hommes là. Ah, le trench de Demna. Demna travaille beaucoup le trench, donc là on en a un. Alors ce qui est hyper intéressant, voilà, c'est toujours le système de ce col basculé, décollé, décorrélé, tout ce que vous voulez. Et un trench en gabardine donc, normal pour un trench. Très entravé, et il y a les bas-volets, ce qu'on appelle des bas-volets, donc c'est les pièces, vous savez, supplémentaires qui sont sur les trenchs, qu'on peut boutonner ou qu'on peut laisser lâche, qu'on peut relever parfois devant, derrière, qui en fait à l'origine participaient à protéger de la pluie. Les bas-volets aussi sont complètement gonflés, pimpés, prennent des volumes qu'ils n'ont pas en fait sur un trench classique. D'accord, de la fourrure fake.
très certainement, qui ressemble à du renard argentais. Et c'est très important de mettre de la fourrure et de la plume dans de la haute couture, puisque ça fait vraiment partie des codes de cette discipline-là. Là, ce qui est génial, mais d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans à peu près tout depuis tout à l'heure, hein, c'est que même système de col vraiment bascule en arrière, mais en fait, là jusqu'à présent, tous les cols, ils structurent les vêtements. Ils sont pas là par hasard et ils sont pas travaillés comme ça par hasard. Sans eux, t'as quasiment l'impression que la pièce va s'effondrer, quoi. Et ça, c'est important. Ah, voilà. Stop. Oh putain, la mano de Dios. Est-ce que vous voyez ce nœud-là, qui est sur le devant? Le nœud, c'est quelque chose de très important dans la haute couture. Pourquoi? Parce que c'est ultra difficile à faire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très difficile à faire et ça permet au couturier de montrer toute sa technicité. Le fait de faire un gros nœud comme ça XXL, comme on a beaucoup vu dans la haute couture des années 50, sur le devant, sur le dos, sur le côté, un peu partout. Donc là, en fait, dans l'idée, il reprend le principe de la chemise qu'on noue, sauf qu'il fait un nœud genre géant, avec les points noirs et blancs qui sont aussi très couture 50. Et il y a toujours le col relevé qui fait des dos... enfin basculé pardon, qui fait des dos de Maboule. Bon là, c'est le schlag de Demna, comme il les aime bien, version haute couture, pourquoi pas, avec un denim complètement délavé. Voilà, donc là, c'est des plumes qui doivent pas être des vraies plumes, mais certainement de la soie, qui n'est pas sans rappeler une robe très célèbre de Cristobal Balenciaga, de la fin des années 50. Donc c'est bien qu'il reste... qu'il fasse, voilà, qu'il aille puiser dans les archives pour réinterpréter des choses. Je pense que là, c'était important pour fêter cette collection, qui est un peu une collection anniversaire. Voilà, de faire des redites quasiment littérales à la sauce Demna de grands standards de Balenciaga, avec ces gants blancs qui sont ouf, la coiffe là qui était laquée. Là, un trench, mais tout en cuir. Et comme il n'y a pas de musique sur ce défilé, ce qui est très intéressant, on l'entend craquer. Bon, là, pareil, le retour du schlag, mais version haute couture, c'est-à-dire que là, je pense qu'on est quand même sur des fils de maille hyper premium. Une robe toute simple avec une traîne, certainement en Christos Swarovski. Ces masques-là de Demna, j'en peux plus moins. On n'est pas dans Batman. Bon. Ok. Donc là, on a une robe drapée. Il fait ça très bien, Demna, même dans le prêt-à-porter, quand il a un petit peu envie de me séduire. Brodé de sequin, voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est... Alors, Demna, il a été beaucoup critiqué pour ça. En fait, il travaille sur des... Dans le prêt-à-porter, il travaille sur des archétypes. Donc, t'as le schlag, le mec en parka, la meuf qui fait des courses. Enfin bon, c'est vraiment genre qui est en jeu MB, quoi. Et il y a toujours des parkas. Il y a une espèce de trip sur les agents de sécurité qui ont des parkas par-dessus leur costume. Et donc c'est intéressant parce que ça, c'est un look qu'on voit beaucoup en prêt-à-porter. Donc c'est une parka en textile technique, mais qui est travaillée à la manière de la haute couture. Donc on est quand même sur un gros niveau de travail. Bon, ça, je pense aussi, ça sent l'archive Balenciaga à plein nez, mais c'est très bien parce que là, il démontre qu'il a un vrai couturier, Demna. Je ne vous cache pas qu'entre lui et moi, c'est très compliqué. Bon, voilà, typiquement, pareil, il reprend de ses archétypes à la con et il en fait quelque chose de très couture, en tout cas, dans le savoir-faire, dans le travail. Donc là, par exemple, c'est épaules incroyables, même si ça reste du nylon, hein. Tout le tailoring est beaucoup plus léché que sur le prêt-à-porter. Ah! Ça, méga intéressant, une robe en soie froissée, un peu irisée je pense, avec ce col très haut, complètement basculé, décolleté dans le dos, et encore la bague comme la boule de couturière. Ok, certainement une nouvelle archive de Balenciaga, une robe fourreau, bustier en gui pur, brodée de mille pampi avec ses grands gants, et une fois de plus on l'entend craquer.
Les looks hommes, c'est intéressant, c'est qu'ils déclinent et qu'ils surdéclinent à peu près toujours la même silhouette. Mais c'est ça la force d'une collection justement, c'est qu'elle pourrait ne jamais se terminer. Elle est tellement bien étudiée qu'il pourrait y avoir 2000 looks en fait. Alors ça, pareil, archive à fond. Une robe à base, une fois de plus, une robe de bal. Là, donc, ça y est, là, ça fait un petit moment qu'on est passé dans les robes de bal. Ou pas, c'est un peignoir. Ah, mais il refait ses peignoirs. Ah, stop. Dans ses archétypes, une fois de plus, Demna, il fait souvent, voilà, t'es en robe de chambre, t'es en peignoir, t'es en machin sur un jean. Et donc là, il le propose version de couture. Donc j'imagine qu'il ne s'agit pas de pilou-pilou. Avec ce jaune un peu citron. Et puis, malgré tout, voilà, la pièce est quand même très différente de ce qu'il fait en prêt-à-porter, puisqu'on voit tout le travail des manches, il y a encore cette étole. Et ça devait être du cuir déchiré, déchiqueté, pour faire ce petit côté pilou-pilou, un peu crunchy, quoi. Une robe de bal again. Là, on est sur un vrai travail de drapé, puis ça finit en robe princesse, c'est très beau. Mais ça, il le fait très bien, Demna. J'avais pas de doute sur ce genre de choses. C'était pas là-dessus que je l'attendais. Voilà. Ok, la version rose bonbon. C'est surprenant. C'est surprenant, mais pourquoi pas? C'est de la haute couture. Alors là, c'est pour moi. Je vous la remets. Voilà, un manteau opéra. Pourquoi opéra? Alors stop, pourquoi opéra? Parce que dans la haute couture, les couturiers se rendaient compte qu'il y avait beaucoup de commandes qui étaient commandées pour aller à l'opéra. Donc, il y a eu de plus en plus de pièces estampillées opéra, surtout des robes et des manteaux avec des volumes XXL de drama queen d'un autre monde. Ça rappelle un peu presque le fantôme de l'opéra, ce genre de choses. Balenciaga a été voilà, fameux pour ces pièces-là, entre autres choses. Et là, on dirait vraiment une des pièces qui a été shootée par Irving Penn, qui a beaucoup shooté du Balenciaga. Et il y a vraiment cette forme cocon qui est très très propre à Cristobal Balenciaga. Et puis cette ligne qui part là comme une espèce de virgule, femme fleur, femme ce que tu veux. Non, c'est... allez, une dernière fois pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est de la faille. Enfin, je dis ça, je pense. Avec les manches gonflées, espèce de capuche qui n'en est pas une, coupée dans le biais sur le devant. Non, c'est impressionnant. C'est bien, hein? C'est bien. Comme quoi, il a écouté mes prières, celui-là. J'en pouvais plus de Demna, mais je... Ah ouais. En fait, je retire tout ce que j'ai dit sur cette personne, genre très clairement. Là, ce qu'on vient de voir, c'est une parka opéra. Pardon, là, comme ça, opéra. C'est une parka opéra. Donc, je vous parlais de son obsession pour les parkas. Là, il en fait vraiment un manteau avec un dos de robe à la française avec des plis Vato, s'il te plaît. C'est certainement de la soie, parce que c'est trop fin pour être du tissu technique. C'était incroyable ça, c'est dans mon top. Un autre manteau, un peu comme en trench, un peu comme une robe, je ne sais pas, avec ce dos soufflé, bleu électrique, une couleur qu'il utilise beaucoup dans le prêt-à-porter. Là on est quasiment sur de la doudoune opéra quand même. Hein. C'est génial. Ça y est, le mot est lâché. Qu'est-ce qui m'arrive? Pareil, manteau opéra de l'enfer, après un manteau très classique sur le devant et qui part en plis de fou dans le dos, mais les plis qui sont vraiment soufflés en fait. Ça rajoute ce fameux volume comme ça dont je vous parlais. Pareil, parka opéra pour homme avec une étole. Orange Quechua. Non, c'est bien. Hein. C'est bien. Et là, le manteau classique chic Balenciaga 50s. On dirait un Saint-Laurent qui s'était vachement inspiré de Balenciaga à un moment. Dans un vert vermont. Voilà, si vous me posez la question. Avec des plis de ouf, c'est du satin froissé, non, c'est trop beau. Ok, la robe de bal. Robe de bal de base qui est en trompe-l'œil, je crois. Qui est certainement aussi issue des archives Balenciaga.
Et dont on voit pas le dos, bah merci. Et c'est la fin, c'est la mariée. Pareil, une mariée copier-coller d'une archive de 67, si je dis pas de bêtises, avec ce voile vraiment à la Anonymous que Demna utilise beaucoup, notamment lors de sa dernière collection Prêtable, sur le premier look qui était tout noir. Donc, on voit que c'est lui, quoi. Il n'y a pas de doute. La robe précédente était un trompe-l'œil, je viens de le voir, puisqu'on vient de voir que derrière c'était un pantalon. Ok, et bah c'est la fin, et c'est très bien. Parce que je peux vous dire d'autres, c'est du satin, il y a une traîne, tout ça. Voilà, on voit le dos de cette robe qui était donc bien en trompe-l'œil, qui a dû être tellement longue à faire. Et c'est chouette qu'ils finissent en fait sur cette robe de mariée. Pourquoi? Parce que c'est à la fois ultra Cristobal Balenciaga, puisque c'est très clairement la même robe, et le voile, c'est vraiment le voile qui symbolise les créations de Demna Gvasalia. Donc en fait, tout est connecté. Ah. Oh mon Dieu, qui l'eût cru que j'applaudisse cette personne? Faut rester, parce que je vais vous faire mon analyse du défilé et mes 4 looks préférés. Faut rester. Si vous voulez, hein. Je dis ça. Alright. J'ai une petite musique TSF, la radio jazz. Bon, ça va repartir dans les mondanités. Bon, je vais passer à mon analyse et à mes 4 looks préférés. Alors, mon analyse. Déjà, c'est un comeback de la couture chez Balenciaga qui est non négligeable. Donc voilà, juste pour ça, on est très content. Moi, je suis pas mal réconciliée, je dois dire, avec Demna Gvasalia, sur lequel j'admets avoir beaucoup tapé sur le prêt-à-porter. Mais là, je trouve qu'il a vraiment réussi l'exercice. Après, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce qu'on va revoir de la couture chez Balenciaga à chaque saison? Là, à date, je n'ai pas les réponses. Très intéressant, le fait qu'il ait fait de la couture, de la haute couture genderless, donc qui est des hommes, qui est des looks pour hommes au sein du défilé. Intéressant aussi, le fait qu'il ait créé beaucoup de pièces haute couture du quotidien, notamment les jeans et certains ensembles pour hommes. Il y a énormément de références à la haute couture des années 50. Déjà le lieu, qui est donc les salons de l'avenue Georges V de Balenciaga, les salons historiques. À l'époque, on présentait tout le temps la haute couture dans des salons. Très haute couture aussi, le fait que les invités aient eu un programme avec les numéros de passage des looks. C'est des numéros qu'on retrouve également là sur les photos des looks si vous allez sur internet. Il y a le mannequin qui porte le vêtement et le petit numéro à côté. Sur les codes très années 50 Balenciaga, même années 50 haute couture tout court, on retrouve beaucoup de choses. On retrouve les étoiles, les gants longs, le nœud XXL, les pois, la fourrure qui ici est fausse, les plumes qui ici sont fausses également, les manteaux opéra et les robes de bal. Il y a également beaucoup d'hommages à la haute couture dans les bijoux. J'ai cru voir un pendentif avec un dé de couturier, des bagues et des boucles d'oreilles qui reprennent les formes des boules des couturières sur lesquelles on pique toutes les épingles. Super fort aussi, en même temps on s'y attendait un petit peu, beaucoup de réinterprétations de très grandes pièces très célèbres de Cristobal Balenciaga, version Demna Gvasalia. Et ce qu'on peut vraiment noter dans cette collection en couture, c'est qu'on voit la main de Demna, véritablement, cette ligne très effilée, très aiguë, qui fait vraiment partie des codes Balenciaga de 2021, et le lien qu'il cultive avec Cristobal Balenciaga, notamment dans cette recherche de la déconstruction des formes pour créer de nouvelles silhouettes, de nouveaux corps. Big up au tailoring d'une perfection, je fais tout le temps chier sur ce sujet, mais là, gros level. Et hyper fort également, les best-sellers de Demna, donc vraiment ces archétypes du quotidien, qu'on retrouve twistés version couture. Donc il y a vraiment quelques looks qui sont quasiment des looks qu'on a vus stricto sensu dans certains de ces défilés prêt-à-porter qui là sont amenés dans la haute couture. En gros, je trouve qu'il y a un extraordinaire travail de réappropriation des codes et de l'œuvre de Cristobal Balenciaga, version Demna Gvasalia, sans pour autant se cacher derrière le maître, tout en étant quand même avec une identité hyper affirmée et dans la droite ligne de ce qu'il a déjà proposé
en prêt-à-porter. Donc pour moi, it's a yes, quoi. Très clairement. 4 looks préférés. D'abord, il y a le look neuf. Il y a un pull col montant en maille, un pantalon de tailleur en lainage noir, une étole molletonnée en satin noir, ce chapeau cloche très 50 et les grands gants blancs. En gros, il fait vraiment rentrer l'ancien dans le nouveau. Le look 17, qui est un look en gabardine, avec une veste et une jupe, et un top en dessous évidemment. Hyper intéressant la couleur, cet orange fluo, et la perfection du tailoring, vraiment. C'est également un look qui est une grosse référence au travail de Balenciaga dans les années 50. Et puis je ne peux pas parler de ce col basculé, qui est absolument merveilleux. Gros coup de cœur également, le look 53, ce manteau opéra en faille, je crois, qui est vraiment dans l'esprit de Cristobal Balenciaga. Et enfin, ma pièce préférée, je crois, le look 55, qui est une parka opéra en satin bleu, avec un dos façon robe à la française, avec plein de plis Vato. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me laisser un petit commentaire en dessous, mais évidemment à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, tout ça, vous savez quoi. Je vous fais des bisous. Ciao. Putain.